On n'aurait pas pu espérer mieux que ouvrir cette soirée par celui qui nous réunit tous ce soir. We are very proud to warmly welcome tonight the CES founder, the one and only Gary Shapiro. Thank you, Gary. Thank you so much for being with us. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolé, je ne parle pas français. I am not the founder of CES. It was founded in 1967, 52 years ago. I've told my wife I'm 45. Please, do not ruin the myth. It's okay. So, Gary, can you please re-explain to us what got the idea to create the CES? It was created in 1967 because there was no show for technology. There was a show in the United States for music instruments, and the radio and TV and phonograph people had a little tiny section. So the man who hired me, his name was Jack Wayman, he had this idea to create an event, and it was created in New York City, 1967. There was 10,000 people. It was about this size, and it grew every year because he was smart. I'm the lucky guy that came next. Comprenez-vous? Gary, you are here with the leaders of Francophonie tonight. What is your message for all of them? I'm sorry? You have all the Francophonie tonight. Quebec, Belgium, Oh, yes. France. If you have a message for them tonight. My message, thank you. Merci beaucoup. My message is I appreciate that you are here. Every one of you has taken a trip, probably in a plane, to get here. And you've come to this very unusual city, Las Vegas. Las Vegas is a city that in a very far future, 20,000 years from now, when people, or whoever they are, beings, come from another planet and they look at Earth, they will think that everything on Earth started in Las Vegas. Paris, Venice, New York, so many things. But we also have in Las Vegas 3 of the 10 largest convention centers in the United States and more hotel rooms than any other city in the United States, over 150,000 hotel rooms and 3 huge convention centers. And we use everything we can. The CES is the largest business event in the world. It is 4,400 companies are exhibiting in 2.9 million net square feet of exhibit space, 290,000 square meters of exhibit space. It's very, very big, and there's innovation of so many different types that are here. And what makes CES is very special is not only that you are here, but that you get to see where the future is going. And it is going in many different places quickly across many different verticals. So I urge you to, I know many of you are here, some of you are working in exhibits, some of you in Eureka Park, some of you are staying just nearby the Venetian and Sands. I urge you to see other parts of the CES as well, because the entire show is inspiring. But no one can see the entire show. It is too big. I'm sorry. But we also have a very special event in October in Paris, because we love France. My mother is from Quebec, Montreal. She was a French teacher, which is why I rebelled and I learned Spanish. You are perfect francophone. So I still have relatives in Quebec, and I take every opportunity to go to Quebec and to France, because they're just 2 beautiful places, among the most beautiful on earth. And my wife, by the way, supports the Paris economy. Please stand up. You can tell by her style, some of it was there, Paris. Dr. Susan Malinowski. So that is my message. Thank you for coming. Gary, I asked you the same question last year. When you create the CES in Morocco, or in France, or in Belgium, or in Quebec, because we created the CES in Asia, in Las Vegas, and when in Europe? If we are encouraging all those to come to CES Unveiled in Paris, it's grown every year. It's gotten bigger and bigger. We get several hundred journalists, and we want to see all of you will be invited to the next CES Unveiled Paris, because we have, to the extent that GDPR allows us, we will try to contact you.
Comprendez-vous? Thank you, Gary. The one last question. We would like to ask, where will the CES take place in 50 years? In Mars, on the moon, where? I think it'll be on Neptune. I promise you. It's a scoop. I promise you, in 50 years, it will be on a different planet. I promise. Thank you, Gary. Thank you. Je vous demande de l'applaudir, Monsieur Gary Shapiro. Alors, pour bien représenter justement et ouvrir cette soirée Convergence Innovation Awards, et il nous fallait bien sûr des représentants de tous les continents, j'appelle pour cela notre ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, qui doit être là dans la salle. Monsieur le ministre. Nous accueillons le ministre justement de l'économie, de l'industrie, de la recherche, de l'innovation et du numérique, Pierre-Yves Géaudet, ministre de Belgique. Alors il y a un ministre qui voulait bien entendu vous adresser quand même un petit message depuis Bercy, depuis la France. Il s'agit de notre ministre Mounir Mahjoubi, ministre de l'économie et du numérique à Paris. Voici un mot qui vous adresse ce soir. Et à tous les francophones qui sont réunis ce soir pour le CES. Bon, cette année, je ne suis pas venu physiquement, mais peut-être que vous m'avez croisé dans les allées à travers ce robot, ce Howaboat, où j'ai voulu partir à la rencontre de certains d'entre vous. Bon, vous savez, chaque année, le CES, c'est un moment important. Tout le monde en parle, tout le monde dit le CES, c'est l'avenir, le CES, c'est le futur. Mais en fait, le CES, c'est surtout le présent. Le CES, c'est maintenant. Les entreprises qui sont présentes au CES, elles proposent des révolutions dans nos vies. Il y a des solutions qui, si elles sont adoptées par tous, pourraient profondément changer la façon qu'on a de vivre ensemble. Il y a par exemple plusieurs startups françaises qui proposent aujourd'hui des solutions pour les malades du diabète. Le diabète, c'est quasiment 1,5 milliard de personnes dans le monde qui, grâce à ces solutions, vont pouvoir vivre plus longtemps et dans des meilleures conditions. Le numérique, il n'est pas neutre. Il y a plusieurs projets numériques que l'on peut souhaiter. On peut souhaiter un numérique uniquement au service du profit, on peut souhaiter un numérique uniquement au service du contrôle des populations, ou alors on peut souhaiter un numérique au service des humains et de la planète. C'est le message qu'Emmanuel Macron a porté à plusieurs reprises cette année avec le projet AI for Humanity, Tech for Good. Nous avons la conviction que le numérique, c'est à la fois au service de la performance et à la fois au service des humains. Qu'on peut avoir des startups qui révolutionnent le monde, qui créent des profits, mais qui en même temps changent la vie de chacun, changent la vie de nos économies, transforment nos pays, transforment nos territoires. Et c'est cette ambition-là, c'est avec cette ambition-là que ces centaines de startups françaises sont venues au CES. À la fois pour créer de l'emploi, pour avoir un dynamisme économique, lever des fonds, pour créer des innovations, mais des innovations qui vont changer le monde, changer la vie, changer le quotidien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer qu'avant la fin du premier trimestre 2019, un jury indépendant va désigner les 40 startups françaises qui vont faire partie du nouvel indice Next 40. Le Next 40 ou le Next 40, c'est un indice qui va désigner, montrer les 40 startups qui sont en train de changer le monde, celles qui ont le plus grand potentiel de développement et qui, en même temps, se sont données pour mission de transformer le monde, de transformer la vie des gens, de transformer le quotidien. Alors moi, je veux tous vous remercier, toutes les entreprises françaises et toutes celles de la francophonie qui sont venues au CES cette année. Vous êtes là pour présenter un futur souhaitable. Le futur, c'est maintenant et le futur, c'est vous, c'est nous. Un futur qui inclut les citoyens, qui permet à chacun de poser les questions sur l'avenir numérique parce que nous ne sommes pas là pour subir. Nous sommes là pour construire ensemble un futur numérique qui nous ressemble. Et chacun avec votre histoire, chacun en provenance de différents territoires français, chacun avec des technologies différentes. Vous êtes venus présenter au reste du monde ce que la France a de meilleur à offrir. Alors dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des citoyens, vous êtes l'image de la France. Alors merci à mes collègues francophones qui sont présents aujourd'hui, merci à tous les entrepreneurs français qui sont là, et disons-nous tous ensemble que nous avons une grande mission à porter, que le futur, c'est maintenant, et que nous sommes en train de le construire ensemble. À très bientôt à Paris et partout dans le monde. Au revoir. Voilà, nous pouvons applaudir Mounir Mahjoubi.
Alors, on va justement rebondir sur peut-être les propos de votre collègue. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, est-ce que ça a un sens défendre aujourd'hui un numérique de la francophonie dans la mondialisation avec des valeurs francophones? Ben, je pense, bonjour tout le monde, bonjour aux Québécois et tous les francophones. Je pense que oui. Je regarde, nous au Québec, on est entouré de 25 millions d'anglophones au Canada, de plus de 250 millions d'anglophones aux États-Unis. Je pense que c'est important d'avoir des synergies de masse. Les pays membres de l'Organisation de la francophonie représentent 15% mondialement de la population, 15% des revenus. Le commerce international entre pays francophones, je pense que ça représente comme 24% de l'économie mondiale. Alors, je pense qu'il y a une synergie au niveau de la masse critique, il y a une synergie au niveau de la culture qui fait que oui, je pense que la collégialité des pays francophones peut nous aider. Surtout nous au Québec, on était isolés comme on l'est. Pierre Géaudet, un numérique justement de la francophonie. Déjà, on essaie de bâtir, on va dire, difficilement un numérique à l'échelle de l'Europe, mais est-ce que justement le saut de le mettre à l'échelle de francophonie avec nos cousins québécois, mais aussi l'Afrique? Merci et bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Certainement, ça a du sens. Et la francophonie, on ne doit pas concevoir ça comme un repli identitaire, mais comme une opportunité. Vous parlez de l'Europe, et c'est vrai qu'on dit souvent que l'Europe ne fait pas assez, que l'Europe devrait se positionner davantage sur toute une série de dossiers, notamment le numérique. Mais je rappelle quand même qu'en termes de protection des données, au niveau du RGPD, l'Europe a été très loin et a apporté aussi beaucoup, et je pense qu'on pourrait aussi aborder ce sujet-là. Mais la francophonie, ça a tout son sens, parce qu'on l'a dit, et l'organisateur et le patron du CES l'a dit, il y a un paradoxe en quelque sorte, d'avoir une mondialisation dans toute une série de secteurs, mais aussi une individualisation de plus en plus forte. Et le fait d'avoir une francophonie qui existe, qui peut peser, qui a en quelque sorte une caisse de résonance, une influence aussi sur l'évolution du secteur est très importante. Je pense qu'on doit pouvoir travailler, fédérer, introduire aussi peut-être davantage les start-up dans tout, je vais dire, un écosystème numérique francophone a beaucoup de sens. Et on le constate, on est ici aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on parle l'anglais, que beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises parlent l'anglais, mais il y a quand même aussi ce qui nous rassemble, la langue bien évidemment, mais toute une série de valeurs. Et je pense que ça peut peser. Il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises avec bien évidemment le Québec, la France, la Belgique, mais aussi l'Afrique. Et je pense qu'il faut intensifier, on doit pouvoir à l'avenir intensifier vraiment les relations et de pouvoir travailler et fédérer ensemble du côté francophone. On a senti aussi beaucoup dans ce CIS que la question, bien sûr, de comment la technologie pouvait peut-être donner plus d'équité sociale, plus de justice sociale. Comment vous, depuis la Belgique, vous voyez justement l'essor des technologies, mais qu'elles soient à la fois pour le service et pour le bien-être de tous? Alors c'est un grand débat. C'est un grand débat et je suis ministre de l'économie et numérique et moi en tout cas j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp parce qu'il y a le camp des grincheux, il y a le camp de celles et ceux qui jouent sur les peurs par rapport aux nouvelles technologies, par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, et puis il y a les optimistes dont je suis. Et je pense qu'on doit saisir, et les entreprises, les start-up, tous les acteurs, et on a intérêt aussi dans un secteur comme celui-là à fédérer les autorités politiques, les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'enseignement, les acteurs de la recherche, et bien évidemment le monde de l'entreprise. Mais moi je suis de ceux qui pensent que les nouvelles technologies, le numérique, est vraiment une opportunité d'abord pour les entreprises, pour les start-up. Et je rappelle quand même que ce sont les entreprises qui sont les moteurs de croissance, ce sont les entreprises qui génèrent de l'activité, qui génèrent de l'emploi, et tous les pays, toutes les régions en ont évidemment besoin. Alors on peut aussi, et ça c'est je veux dire, l'autre camp, jouer sur les peurs par rapport à la liberté individuelle, par rapport à la protection de la vie privée, par rapport à l'emploi que l'on détruirait, par rapport à l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies. Moi, je ne suis pas convaincu. Il y a toute une série d'études qui démontrent qu'on va créer de l'emploi, et que pour un certain nombre d'emplois perdus, on va créer
de nouveaux emplois. Et on doit voir cela vraiment comme une opportunité de créer de la valeur plutôt que d'être pessimiste par rapport à l'emploi. On le sait, les emplois aujourd'hui ne seront pas les emplois de demain, et donc on doit vraiment porter haut les nouvelles technologies. Et on l'a dit, le ministre français l'a dit, pourquoi on doit soutenir les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle? Parce qu'on doit davantage l'expliquer aux citoyens, mais aussi aux entreprises, que ça va améliorer la vie au quotidien des gens. Il a abordé le problème de la santé, on pourrait donner des tas d'exemples, on pourrait aborder le problème de la mobilité, le problème de la sécurité, le problème de la gouvernance et de la participation citoyenne. Il y a toute une série de domaines que l'on peut évoquer, et si on prône ainsi ces nouvelles technologies et qu'on les soutient, c'est parce qu'on est persuadé que ça va contribuer à générer de l'activité économique, mais ça va surtout générer à avoir une amélioration dans la vie de tous les jours des citoyens. Donc on va rester ce soir dans le camp des positifs. Il n'empêche, il n'y a pas de question, on va dire, que l'on peut ne pas poser ici en étant aux États-Unis, à Las Vegas. On peut justement se la poser. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de populations qui, quand Gary Shapiro a créé le CIS, on va dire, c'était l'époque de la puissance des États-nations. Aujourd'hui, les peuples, quelquefois, ne comprennent plus que des grandes entreprises sont devenues plus puissantes que les États. Justement, quelle est votre position vue du Québec? Mais je veux complémenter un peu ce qui a été dit. Je pense que l'intelligence artificielle amène deux débats au niveau social. Le premier, nous, à Montréal, on a quand même une grappe industrielle assez performante. Je n'aime pas utiliser le mot grappe, mais une transversalité, je devrais dire. Et on a eu la Déclaration de Montréal, l'Observatoire de Montréal, où on s'est penché sur les questions d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que ces questions-là sont très, très propices, considérant les données, à qui appartiennent, comment on va les utiliser. Alors, on a voulu être un peu avant-gardiste, et on travaille maintenant avec des gens à Bruxelles pour essayer de mondialiser ça. Je pense qu'il va y avoir une préoccupation sociale importante suite à ça. L'autre élément, je pense qu'on va voir aussi, c'est que l'écart entre la richesse et la pauvreté, ça grandit. On parlait des sociétés. Et je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle va avoir des pressions pour réduire cet écart-là et pour niveler un peu le niveau de la richesse. Alors, je pense que socialement, l'utilisation de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle va nous faire préoccuper des choses qu'on a peut-être oubliées depuis quelques générations. Et je pense que c'est des bonnes choses qu'on va voir présentement. Avant peut-être de conclure cet échange, cette conversation sur peut-être une, deux propositions concrètes, puisque nous sommes dans la soirée Convergence, qu'est-ce qu'on pourrait justement améliorer demain dans le numérique justement de la francophonie? Peut-être rappeler, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui une présence très importante ce soir des régions, et c'est vrai que dans la mondialisation, plus que jamais, le rôle est important des élus locaux, et je pense notamment aux régions du Québec, aux régions françaises, mais aussi aux régions ici représentées des pays d'Afrique, sur cette dimension de pouvoir concilier à la fois le global, mais aussi l'action du local, et c'est plus que jamais important, notamment pour réduire cette fracture numérique et cette fracture territoriale. Alors, je vais vous demander de peut-être conclure avec peut-être une proposition. Peut-être commencez-vous par vous, Monsieur le ministre, justement du numérique en Belgique. Quelquefois, peut-être les Européens voient le mauvais côté de Bruxelles, trop régulateur, et pourtant, dans cette mondialisation, aujourd'hui, on voit quelquefois aussi les méfaits d'un manque de régulation dans le digital. C'est quoi, selon vous, justement, une proposition peut-être concrète pour une francophonie plus forte et à la fois plus humaine sur le plan du développement et du numérique en Europe? Alors, dans le numérique... et plus protectrice. Alors, dans le numérique, comme d'autres secteurs, je veux dire, les autorités politiques ne sont pas là pour faire le travail à la place des entreprises. Et heureusement qu'on a les entreprises. Je pense que le rôle du politique, c'est créer, je veux dire, un environnement le plus propice pour soutenir justement cette créativité numérique, pour fixer aussi un cadre légal propice aux start-up, propice aux entreprises.
Ça, c'est un élément important. Vous l'avez cité, il y a des grandes entreprises, il y a des grands groupes. Et ça, c'est de la responsabilité de la politique de, je vais dire, créer ce cadre de soutien aux start-up. Deuxième élément, c'est toute la protection, le débat sur la protection des données. Et au niveau européen, c'est vrai qu'on peut critiquer beaucoup l'Europe, mais au niveau de la protection des données, le partage, l'utilisation des données, je pense que l'Europe a fait un grand pas dans le bon sens. Et puis, par rapport à ce qu'il faut faire, je pense qu'il y a deux éléments. Je pense qu'on doit vraiment sensibiliser davantage les citoyens, les entreprises, surtout les petites entreprises, mais aussi les administrations, à toutes les opportunités que peut créer le numérique. Ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément, si on veut créer de la croissance, créer de l'activité dans le secteur des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du numérique, et tout ça dans un cadre éthique, évidemment, bien balisé, je pense que les autorités politiques et publiques ont une responsabilité sur le plan de l'éducation et de la formation. Et ça, c'est vraiment un défi que nous avons en Wallonie, mais je pense que le défi est partagé en France, il est partagé dans d'autres régions francophones. Et donc ça, on doit vraiment mettre les moyens pour former davantage et mieux, que ce soit des hauts niveaux, que ce soit des talents, mais aussi des ouvriers numériques. On en aura besoin si on veut créer de l'activité. Et puis un dernier mot, c'est vraiment d'encourager toutes les initiatives fédératrices entre acteurs francophones. Ça peut être des villes, ça peut être des régions, ça peut être des agences économiques, des agences à l'investissement, à l'exportation. Mais je pense qu'on est plus fort ensemble quand on fédère aussi toutes les forces pour porter haut et fort, je vais dire, l'avenir du numérique et de nos start-up et de nos entreprises. Merci Pierre Jaudet. Une proposition, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, justement pour clôturer cette conversation à l'occasion de cette soirée Convergence. Écoutez, une idée à partager ce soir. En fait, nous, au Québec, on est 8 millions de personnes, on est peu nombreux. On a mis beaucoup d'efforts sur l'éducation. On a un programme éducatif assez performant pour des gens en technologie. On a beaucoup d'entrepreneurs et on a aussi, on encourage beaucoup les investissements étrangers. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenant s'occuper sur le côté applicatif de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on ne va pas tout faire. On choisit des créneaux importants pour nous qui sont très simples. La santé, je pense que c'est probablement le créneau le plus important sur lequel on peut performer, considérant ce qu'on a. Puis le deuxième, c'est la mobilité du transport. Alors, on focus, parce que sinon, à 8 millions de personnes, on ne va pas tout faire. En tout cas, on sent bien qu'il y a un corridor de plus en plus important entre le Québec et l'Europe sur l'intelligence artificielle. Merci, Monsieur le Ministre. Nous pouvons les applaudir. Merci. Alors, je vous rassure, dans quelques instants, nous pourrons avoir une petite heure, justement, que nous avons souhaité réserver une soirée de networking. C'est le but, justement, et ça, Marc Lenel va nous expliquer tout cela avant de commencer à remettre de premiers prix, puisque l'idée aussi, c'est que vous fassiez du business entre vous, que vous échangez des cartes. Mais Marc Lenel va nous expliquer tout ça. Alors, l'an dernier, vous vous souvenez, on a fait ce qu'il fallait pas. Il y avait 2 soirées, chacun dans son coin. Moi, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont bossé pour qu'on converge. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que nos cousins québécois ont dit « Ok, converger, on veut bien, mais nous, on est là pour faire des affaires. » Et cette francophonie, on la veut. Ils nous ont demandé 2 choses. L'an dernier, vous vous souvenez, nous, dans la convergence, ça s'appelait French Village. Ils nous ont dit, nous, on est québécois. Première chose, on devient le village francophone. Nos cousins québécois l'ont demandé, c'est fait. La deuxième chose, ils nous ont dit, OK, on aime bien parler, faites... alors, il y aura une cérémonie, elle va être super. Hein, vous allez avoir les meilleurs talents francophones en quelques minutes. Mais ils nous ont dit, nous, on est avant tout là pour faire des connexions. Et c'est vrai, quand on est 1000, on ne peut pas faire beaucoup de choses si on ne se regroupe pas par thématique ou par secteur. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir, avec 8 collectifs, on aurait aimé en créer 12, 13, 14. L'an prochain, aidez-nous à les créer. Vous allez pouvoir vous rassembler par domaine d'excellence. Donc le principe est simple, il y a des territoires, il y a des entreprises, il y a des investisseurs qui se sont déjà regroupés. J'ai nos amis de Nouvelle-Aquitaine, Digital, j'en aperçois quelques-uns. J'aperçois également Éric Moron avec Business France qui a vraiment fléché des régions. Donc certains sont déjà actifs dans les collectifs, mais on est en travail collaboratif. Donc vous êtes dans un secteur donné, allez sur le spot et vous allez rencontrer nos amis. Alors j'aimerais tous les citer, on en a 8. Je ne le ferai pas parce qu'on a dit qu'on faisait très très court, mais vous allez les rencontrer
vraiment des entrepreneurs passionnés qui ont envie de co-construire. Messieurs les élus, rencontrez les collectifs sectoriels pour positionner vos territoires d'excellence. Messieurs les entrepreneurs, rencontrez vos futures startups sur les pods d'excellence. Messieurs les grands groupes, venez faire votre marché. Venez financer les startups sur ces zones. Voilà. Je crois que, mesdames et messieurs, Nadia, mille excuses. Demain, il y aura 3 VP sur la session de pitch, Girl Power. Et c'est vrai qu'il va falloir encore nous les tirer souvent les oreilles. On a 1000 fois raison. Mesdames et messieurs, Nadia Pelfi qui sera avec nous. Merci. Je te laisse le micro, je te laisse expliquer la suite. Je vous demande de bien applaudir Marc-Lionel Gâteau. Voilà, je crois qu'on a tous besoin de partager, de se retrouver autour d'un drink. Mais avant cela, nous allons remettre 2 grands prix de l'innovation qui sont remis justement par l'Institut Mines Télécom. Et j'appelle pour cela Christian Roux et Patrick Duvaux. Christian Roux, merci d'être avec nous. Je crois que c'était très apprécié justement que l'Institut Mines Télécom, Bercy, soit présent, pour un engagement très fort, bien sûr, sur l'innovation et votre volonté de récompenser justement un certain nombre de startups qui méritent et qui incarnent justement cette innovation et cette innovation francophone et française. Bien, merci. Alors, tout d'abord, je dois excuser l'absence de Philippe Jabet, directeur général de l'IMT, mais nous sommes 2 pour le représenter et espérons être à la hauteur de la tâche. Alors, quelques mots peut-être rapidement sur ce qu'est l'IMT, l'Institut Mines Télécom. Qui est une entité un petit peu nouvelle dans le paysage français, mais qui représente finalement une longue tradition de formation d'ingénieurs au modèle français, c'est-à-dire des ingénieurs qui servent au développement économique et qui servent les entreprises. L'IMT aujourd'hui fédère l'ensemble des écoles des mines et des écoles des télécommunications en France. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour positionner un petit peu ce que nous représentons. Nous sommes le premier groupe de formation en termes d'ingénieurs et de managers en France, avec à peu près 8% de la diplomation annuelle qui est faite dans l'ensemble de nos écoles. Alors, beaucoup plus en rapport avec effectivement le CES et la dimension d'innovation. Nous constituons la première institution académique en matière de création d'entreprises, qu'il s'agisse de start-up ou qu'il s'agisse de spin-off. Donc nous avons sur l'ensemble de nos campus un ensemble de 11 incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises, ce qui nous permet de compter sur un portefeuille d'environ 180 entreprises qui sont hébergées dans ces structures en permanence et en proximité avec les moyens technologiques, avec l'expertise de nos chercheurs et avec, bien entendu, les élèves et les étudiants qui sont en formation dans nos écoles. Donc c'est à partir de ce vivier que Patrick Duvaux a eu l'idée cette année de lancer le prix Innovation, le prix IMT Innovation, en partenariat d'ailleurs avec Bercy, avec le ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons pu lancer effectivement un concours qui a permis de rassembler une vingtaine de finalistes qui ont eu l'occasion d'abord, dans un premier temps, de présenter et de pitcher leur projet à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances, le 13 novembre dernier. Et ces vingtaines de finalistes sont présents aujourd'hui à Las Vegas au CES et peuvent présenter effectivement leurs produits, leur développement et leurs innovations sur un stand qui leur est dédié. Donc voilà un petit peu l'historique, voilà quelques mots très rapides. On peut peut-être laisser la parole à Patrick Duvaux. On va laisser la parole à Patrick Duvaux qui dirige justement l'innovation de l'Institut Mines Télécom. Et je demanderai s'il vous plaît à l'assistance juste 10 minutes d'attention et après on passera à la partie networking par respect pour nos intervenants. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Alors effectivement, ce prix a été lancé un peu comme une start-up, hein, avec un projet disruptif, un prix finalement en 3 étapes, France, États-Unis, et puis une sélection au ministère de l'Économie.
C'est une première, agile, en économisant les moyens, avec une équipe qui est une équipe de compétition, hein, dont la Tribune, dont le Village francophone, dont effectivement... Et Business France. Business France et l'Institut Mines Télécom. Donc sans plus aucun suspense, je vais pouvoir annoncer le nom des 2 startups donc, qui sont récipiendaires du premier et du deuxième Grand Prix Bercy Innovation. Donc le premier Grand Prix est attribué à la start-up Energy Square, à qui je demande de monter sur scène. Pendant que Energy Square monte sur scène, je voudrais remercier des acteurs essentiels également de ce prix, que sont la Fondation Mines Télécom et un certain nombre de mécènes. Parmi les mécènes, merci, félicitations, bravo. Il y a Bouygues Télécom, il y a Engie, il y a Deloitte, Safran et le groupe Wavestone, également la Direction Générale des Entreprises, le ministère de l'Économie. Alors, quand même, Patrick, il y a quand même un très gros chèque. Voilà, je précise que nous avons fait un très gros effort, puisque le premier Grand Prix, c'est un chèque de 50 000 €, un chèque d'accélération. Je crois qu'on peut applaudir aussi le montant du chèque. Vous savez, en ce moment, faire passer des budgets à Bercy, c'est difficile. Hein. Voilà, mais devant l'innovation, on ne recule rien, puisque c'est le futur de la France, comme le disait Gary Shapiro, et puis le futur de la société en même temps. Alors, on va te laisser la parole pour une punchline, finalement, sur Energy Square. Energy Square, c'est quoi, finalement, pour toi ? Energy Square, c'est la nouvelle génération de chargeurs sans fil et la nouvelle technologie de charge sans fil pour les appareils électroniques. Bravo, des applaudissements. Merci. Peut-être. Alors, bien sûr, le but, c'est pas que vous dépensez les 50 000 € ce soir au casino, mais vous allez en faire quoi en 2019 de ces 50 000 €? Alors, c'est un énorme coup de pouce pour nous pour pouvoir accélérer sur la R&D, sur notre technologie, et puis pour aller chercher de nouveaux partenariats technologiques, des nouveaux clients. C'est pour ça qu'on est au CES ici, pour accélérer la propagation de notre technologie dans tous les appareils électroniques possibles. C'est notre 3e CES. Il faut tirer aussi cet enseignement qu'il faut être endurant et venir une 3e édition pour remporter ce prix. En tous les cas, bravo. Bravo, encore des applaudissements, merci. Bonne chance pour le futur. Enfin, justement, Patrick, un 2e lauréat. Voilà, un 2e lauréat sur un autre registre très complémentaire, hein, puisque Mines et Télécom couvrent à peu près les 5 grandes transformations du XXIe siècle. Et le 2e lauréat, c'est OptiWave, qui est dans la salle également. Bravo. Lauréat donc CES OptiWave 2019. Ils sont 2 à monter. Je précise pendant qu'ils arrivent que l'écart des 2 chèques est assez faible, donc vous ne serez pas trop frustrés. Félicitations. Félicitations. Puisque le 2e Grand Prix se monte à 40 000 €. Voilà. Bravo, c'est bien, félicitations. Bon, on vous donne la parole comme tout à l'heure. Vous avez la moitié du temps de parole, chacun. La moitié chacun. Déjà, enfin, on vous remercie tous, hein, bien sûr, hein, on vous remercie tous donc pour ce prix. Et pour vous dire en quelques mots ce que fait OptiWaves, en fait OptiWaves, c'est le frittage par un four à micro-ondes de la céramique, pour l'instant pour le dentaire et bientôt pour la céramique dans beaucoup d'autres applications. Est-ce que tu veux compléter peut-être si pour dire ce qu'on peut faire après avec l'argent. Oui, ce frittage micro-ondes peut aussi s'utiliser pour le frittage de céramique plus généralement structurale ou même transparente. Donc il y a différents domaines d'application. Et aussi, bien sûr, avec ces 40 000 €, bien sûr, pour nous, c'est vraiment un vrai coup de pouce hein, pour continuer encore à développer notre procédé. Et également aussi, on est en train de voir pour toute la partie normes, parce que c'est vrai que vu que c'est sur le dentaire actuellement par rapport aux problèmes sanitaires qu'il peut y avoir, aux normes sanitaires, donc ça va vraiment nous permettre de développer cette partie-là pour avoir le marquage CE. Également aussi pour possibilité d'implantation aux États-Unis, notamment avec le marquage UL. Encore merci. Très bien, merci. Patrick, rendez-vous donc avec l'Institut Mines Télécom l'année prochaine. Oui, tout à fait, absolument. CES 2020.
puisqu'on a créé une communauté cette année avec les 4 finalement parties prenantes de la soirée. Oh bah écoutez, c'est un vrai régal. Je voudrais remercier Dr Gary Shapiro qui a été le déclencheur aussi et qui a une contribution importante dans l'organisation de cette soirée. Et puis et Xavier Dalloz aussi qui a beaucoup travaillé pour réunir l'ensemble de la communauté francophone et ce grand village qui est effectivement l'innovation au sens... Oui, la mission CES fait un travail tout à fait exceptionnel dans l'organisation et la fédération des activités. Vous avez d'ailleurs tous les jours une restitution des tendances de la journée par la mission. Voilà. Merci Patrick. Je ne sais pas si justement, avant de pouvoir donner le coup d'envoi et de se retrouver pour célébrer ce CES 2019 autour d'un verre, si Xavier Dalloz est là, parce que je souhaiterais lui rendre hommage, il a été vraiment un artisan de cette soirée Convergence. Est-ce que Xavier est arrivé? Il nous rejoindra peut-être plus tard dans la soirée. Ouais, il est parti. Alors, en 2 mots, vous donnez quelle est la suite du programme. Tout à l'heure, vous connaîtrez, je sais qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement dans la salle et d'investisseurs, vous connaîtrez justement les lauréats des startups dans la francophonie, dans les secteurs de l'énergie, de la santé, du PropTech, du Smart Building, de la mobilité, du transport. Ceci, c'est à partir de 20h30 de la Smart City. Voilà, on redémarrera justement en remettant ces prix aux meilleures startups francophones de ces domaines-là. Je vous dis donc à tout à l'heure, 20h30. En attendant, trinquez bien et réseautez bien. Excellente soirée.